Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Ahmed El Canouz. Bonjour. Vous êtes échevin des sports à la commune de Molenbeek. On va parler de sport. Vous êtes échevin des finances aussi, c'est ça? Non, de l'économie, de l'emploi, oui, des relations internationales. Mais on va surtout parler sport aujourd'hui, mais je voudrais juste d'abord vous poser une question sur le 11 novembre, le relais du souvenir qui passe à Molenbeek comme chaque année. Vous serez présent aux commémorations? Mais je serai présent effectivement, je crois que c'est un moment important. C'est un rappel donc, par rapport à tous nos citoyens, que nous vivons aujourd'hui dans une démocratie qui est, on la doit à des gens qui ont donné leur vie durant la Première Guerre mondiale, mais aussi la Deuxième Guerre mondiale. Et si on peut aujourd'hui s'exprimer librement, si aujourd'hui je peux parler librement devant vous, c'est grâce à eux, il ne faut surtout pas les oublier. Est-ce que le devoir de mémoire se perd parmi les jeunes générations? Mais si on ne met pas tout en œuvre... Il n'y a plus de poilus dans les commémorations. Tout à fait, mais je crois qu'il y a des jeunes qui ont pris le relais. Il y a des enseignants, il y a des associations qui se chargent de perpétuer la mémoire de tous ces gens qui se sont sacrifiés pour nos démocraties. Et donc, il est de notre devoir aussi de pouvoir continuer à les soutenir parce que, vu le contexte, je dirais, international, vu ce que nous vivons au niveau politique un peu partout dans le monde, il est important de dire que cette démocratie dans laquelle nous vivons, elle a été construite sur d'énormes sacrifices et il est bon de le rappeler régulièrement. Alors, est-ce que vos rapports avec le milieu du foot, avec notamment le club qui occupe le stade Edmond Mactenz, se sont pacifiés? Mais en fait, avec le club, donc le White Star, ça se passe relativement bien, mais nous avons évidemment quelques petites tensions, je dirais, au niveau de l'école des jeunes. Rappelez quand même qu'on revient de très très loin, donc cette école des jeunes qui était vouée... On va y revenir sur l'école des jeunes, okay. mais d'abord sur l'équipe première, donc le White Star, qui a remplacé le RWDM. Le RWDM, c'est fini. Le White Star, c'est plus facile avec John Bicot qu'avec... C'est plus facile dans la mesure où dès le début, il y a eu un cadre légal, un cadre, je dirais, réglementaire qui a été instauré avec la commune. Et donc, ça se passe relativement bien. Il y a des obligations, des droits et des devoirs de part et d'autre. Et ils sont très bien respectés par l'occupant du stade Mactenz actuel, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien occupant. Ouais. Est-ce que c'est une question de personne? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus facile de travailler avec John Bicot qu'avec Johan Vermeersch ou ça n'a rien à voir? Mais je crois que, d'abord, il y a, je pense, cette dimension-là, mais aussi de la part des autorités communales, aussi une exigence claire dès le départ. Et ce qui n'a pas été le cas il y a quelques années avec M. Vermeersch. Ici, nous avons très clairement exigé de la part de l'occupant de signer une convention d'occupation qui a été, je dirais, établie d'une manière à ce qu'il n'y ait pas de moindre doute quant aux droits et devoirs des uns et des autres. Et ça permet d'avoir une clarté dans nos relations. Est-ce que l'échevin des sports n'est pas un petit peu déçu d'avoir un club qui finalement est 12e sur 18 en Division 2 et on aurait pu espérer un peu mieux? L'ambition, c'était quand même d'être dans le top et voire de monter en D1 un jour. Écoutez, c'est le sport. Le sport, on sait tous très bien que c'est pas une science exacte. On peut gagner, on peut perdre. Moi, ce qui est important, c'est je vois la dynamique qui est développée par les responsables du White Star afin de pouvoir perpétuer une activité footballistique dans le Mactenz. Cette main tendue par rapport à l'école des jeunes, et c'est ça qui m'intéresse. On n'a pas reconstitué un gros noyau de supporters, soyons francs. Mais écoutez, c'est la première année aussi, donc n'exigeons pas de la part du White Star qu'il puisse briller de mille lumières la première année. Attendons. Est-ce que les Molenbeekois considèrent que le White Star, c'est leur équipe, au jour d'aujourd'hui? Mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'amorce. Parce qu'on voit de plus en plus de Molenbeekois venir, évidemment, ce n'est pas par centaines, pas par milliers, mais ceux qui suivaient le REDM jadis commencent à revenir. Et donc, je crois qu'il faut attendre, il faut laisser le temps au temps, et on risque, je pense, de revoir peut-être pas une activité comme on a connu à l'époque avec le REDM, mais je crois que le White Star pourra trouver sa place dans le paysage sportif molenbeekois. Alors, école des jeunes, vous y avez fait référence, les entraîneurs ont fait grève, il y a un petit malaise? Les entraîneurs, non. Un petit groupe d'entraîneurs. Savoir que nous avons quand même plus ou moins 40 personnes qui sont actives dans l'école des jeunes. Et le petit noyau qui a fait grève, ça tourne autour de 6-7 personnes. Petit noyau, c'est un peu condescendant? Non, absolument pas, parce que je les ai entendus. J'ai écouté leurs préoccupations et je les rejoins sur leurs préoccupations. Mais elles n'étaient pas fondées dans la mesure où il y a quand même... Parce que leur souci, c'était de dire « Attention !» nous risquons de ne pas être prêts pour l'année prochaine et donc de voir l'école disparaître. Ouais. Et puis ils ont évoqué l'aspect politisation. Je rappelle quand même que le conseil d'administration, qui comporte effectivement des mandataires politiques, a été constitué il y a plus de 10 ans. Ouais. Et c'était une des bonnes choses qui a été faite par mon prédécesseur, c'était de pouvoir immuniser l'école des jeunes par rapport à l'équipe première et par rapport aux
au propriétaire du ROEDM de l'époque, qui était quelqu'un de très vorace et qui confondait ses moyens financiers et ceux de l'école. Donc si aujourd'hui nous avons des politiques... On va essayer d'expliquer un peu. Il y a deux écoles, si je ne me trompe pas. Donc il y a l'école une qui est adossée au White Star et une autre qui est indépendante, qui est celle dont on parle, qui est exactement. Un peu ce qui subsiste des cendres du RWDM. Si la commune aide les deux. Nous aidons celle évidemment du RWDM parce que nous avons été pris de vitesse avec la liquidation judiciaire, mais aussi la disparition des RWDM. Donc nous avons obtenu, suite à d'énormes négociations, tractations avec l'Union belge, une dérogation pour pouvoir exister. Et donc aujourd'hui, nous existons cette année-ci côte à côte. Et l'année prochaine, évidemment, il s'agira de... Et nous sommes en pleine négociation, mais ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Nous sommes en train de négocier la fusion pour avoir une seule entité qui garantit, évidemment, une place à tous les jeunes de l'école du RWDM, mais aussi aux entraîneurs et aux cadres de cette école. Et donc justement, vous pouvez les rassurer, on va bien reprendre tous les jeunes et on va bien reprendre tous les entraîneurs. Mais bien sûr, si les choses... Donc c'est un engagement que vous pouvez prendre. Mais je l'ai déjà pris, je ne sais pas si sur les réseaux sociaux, je me suis exprimé donc, à travers une interview, mais aussi à travers un courrier que j'ai adressé aux parents. J'ai dit très clairement que cette école sera non seulement sauvée, mais que tous les enfants auront leur place. Et nous avons une exigence qui est essentielle, c'est de pouvoir avoir une école qui garde cette philosophie d'équilibre entre l'aspect élitiste et l'aspect social, que tous les jeunes puissent trouver leur place. On n'écartera pas des jeunes parce qu'on ne trouve pas qu'ils sont assez bons. Okay. Voilà, alors vous avez fait référence à un débat sur une éventuelle politisation. Il y a une question de Leïla Hagi, habituellement quand on reçoit quelqu'un de Molenbeek, Leïla Hagi pose une question. Des relations historiques. Donc une observatrice engagée, on va dire ça, à Molenbeek. Est-il normal d'avoir un membre du conseil d'administration de l'école qui est en même temps le directeur général du White Star et le président du conseil communal? Et elle dit, est-ce que c'est vraiment de la bonne gouvernance? Écoutez, d'abord, le White Star est une entité privée, c'est important de le rappeler. C'est une ASBL privée, ils ont une équipe privée. Nous avons discuté de ce choix suite à une proposition qui a été faite, on parle de M. Michel Bosch, et donc il n'y a pas ici, à mes yeux, de conflit d'intérêt, contrairement à ce qui a été véhiculé par certains. Simplement ici, très clairement, lorsqu'il s'agit d'avoir une discussion dans les lieux où ça se déroule concernant le White Star, il est clair que M. Ellen Bosch, qu'on évoque ici, ne peut pas participer à ces discussions. Ouais, mais être en même temps conseiller communal et dirigeant du club. On peut être conseiller communal et avoir une activité privée. Le souci, c'est le conflit d'intérêt. Ça vous arrange bien que le dirigeant du club soit un de vos amis, peut-être? D'abord, il n'est pas membre de ma formation politique. Mais moi, je suis extrêmement juste et équitable. Je ne vais pas... je dirais, critiquer quelque chose qui n'est pas critiquable. C'est un choix personnel qu'il a fait, il n'y a pas de conflit d'intérêt, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit polémiquer sur un problème qui n'en est pas finalement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème au CDH de Molenbeek? Évidemment, nous avons, vous l'avez pu le lire sur la presse... Donc je fais référence à Youssef Lakloufi, qui a quitté le CDH, qui a décidé qui était chef de groupe au conseil. Et je le déplore évidemment, qui a décidé de quitter le CDH... suite à une petite tension à l'école des jeunes. Mais bon, moi, il a écrit que c'était l'une des raisons de son départ. C'est une des raisons, mais c'est bon. Je crois que je le dis de nouveau, je le déplore. C'est quelqu'un qui a quand même fait un travail extrêmement important de qualité en tant que chef de groupe. Sur l'école des jeunes, il a écrit que certains entraîneurs avaient reçu des menaces et que c'était un peu une dictature. Non, ça c'est un peu excessif. Donc il n'y a pas eu de menace sur les entraîneurs? Non, il faut savoir que la réaction que j'ai eue vis-à-vis de quelques entraîneurs qui distribuaient un tract anonyme dont personne n'a voulu assurer la paternité, c'était de déposer plainte par rapport à l'auteur de ce tract, ce qui est mon droit le plus absolu, parce que je ne peux pas accepter qu'on diffuse un document anonyme dans lequel on m'accuse de choses très graves. Et évidemment, lorsque j'ai contacté ces personnes, comme par hasard, il n'y a plus d'auteur de ce tract. Et ça, je ne peux pas l'accepter, vous le comprenez. Ils ont pris ça, déposé plainte, ils prennent ça comme une menace, écoutez, c'est leur droit. Mais à aucun moment, vous savez, nous sommes dans une école où il faut quand même avoir le sens de la responsabilité. Lorsque vous décidez de ne pas encadrer des jeunes dans leur responsabilité, leur dire attention, une question de responsabilité. Moi, je suis le président du conseil d'administration, donc les deux choses que j'ai dit précisément à deux entraîneurs, dire attention, l'auteur de ce tract anonyme sera poursuivi parce que je ne peux pas accepter d'être calomnié comme ça. Et deux, on n'abandonne pas des enfants de 6 ans sans encadrement. Il y va de votre responsabilité. Si ça, c'est des menaces, ben oui, ce sont des menaces. Il y avait un problème relationnel entre Youssef Lakloufi et vous? Absolument pas, absolument pas. Il vous a prévenu par SMS, paraît-il? Oui, absolument. Il n'y a pas de problème relationnel. C'est pas la manière la plus élégante d'annoncer qu'on démissionne. Non, mais je crois qu'il était dans un moment de réflexion depuis quelque temps déjà par rapport à ses engagements, à son engagement au sein du CDH. Nous avons eu des discussions assez avancées par rapport à ce choix. Bon, il a fait ce choix, mais je ne peux pas le retenir. C'est parce qu'il n'a pas eu de place aux dernières élections sur les listes qu'il part? Écoutez, il y a 1001 raisons qui sont mises en avant. Moi, je peux vous dire qu'il était traité au sein du parti comme n'importe quel militant, comme moi, comme d'autres.
À un moment donné, il était peut-être plus en phase avec l'idée du parti, il a décidé de partir. Je respecte son choix. Je le déplore évidemment, mais je le respecte quand même. La majorité à Molenbeek, c'était 25 conseillers sur 45. Aujourd'hui, vous passez à 24. Mais la bonne nouvelle, c'est pas un peu juste? La mauvaise nouvelle, c'est qu'il quitte, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il continue à soutenir la majorité. Ouais, mais qu'il peut le faire au cas par cas aussi, parce qu'il sera plus tenu par oui, la mais discipline de parti. Oui, mais je crois qu'il... Et vous connaissez les conseils communaux encore mieux que moi. Vous savez bien qu'il y a toujours un absent, un malade. Oui. Mais je crois qu'il a c'est pas un peu clairement... juste. Écoutez, ça c'est le résultat des élections aussi. Donc nous travaillons avec les moyens qui sont les nôtres. Nous avons une majorité, certes, qui est relativement courte, mais je crois qu'il y a une bonne cohésion au sein de notre majorité. Et donc nous allons continuer. Alors, on va se projeter un petit peu dans le temps, si vous voulez bien. 2018, c'est un peu loin déjà. On a encore le temps. Vous savez déjà si vous serez tête de liste aux prochaines élections communales? Écoutez, moi d'abord, je suis quelqu'un qui aime bien, je ne dirais pas vivre au jour le jour, même si j'ai cette capacité de quand même voir au loin ce qu'on pourrait mettre en place. Mais je crois qu'il est prématuré de parler de 2018. Ouais, mais vous incarnez le CDH à Molenbeek, qu'est-ce que vous auriez envie de poursuivre, a priori? Écoutez, on ne sait jamais, on va voir. Moi, je suis quelqu'un, je le répète, nous ne sommes pas éternels, ni en politique, ni dans ce bas monde, finalement. Ouais. Donc moi, je voudrais quand même ne pas anticiper les choses. Imaginons que vous êtes tête de liste dans 4 ans. Qui est-ce que vous avez envie d'avoir comme adversaire ou concurrent au Parti socialiste? Écoutez, moi, j'ai pas de choix particulier. Moi, je crois que... Je vais vous aider un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Oui, je lis comme vous la presse, évidemment. Jamali Kasban, Catherine Moreau, Ahmed Laouech, Feyda Lanan. Avec qui est-ce que ce serait le plus facile de travailler pour le CDH de Molenbeek? Écoutez, vous savez, quand on a des relations avec des partenaires, on travaille sur des projets d'abord. Donc, ce n'est pas une question de personne, je crois, c'est une question de projet. Qu'est-ce qu'on veut proposer comme projet aux habitants? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme je dirais, volonté de faire changer les choses? Et là, ce n'est plus une question de personne. Vous savez, moi, je ne suis pas indispensable en politique. Hein. Je peux être et retravailler avec le PS à Molenbeek, c'est possible? Écoutez, il ne faut jamais dire non à qui que ce soit. Moi, je crois qu'il faut laisser le choix, évidemment, aux électeurs, et c'est important. C'est une question de respect des citoyens. Et donc, moi, dire aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec tel ou tel, je pense que c'est prématuré. Merci, Ahmed El Kanouz, d'avoir été l'invité de l'interview. 18h, le journal, et 18h25, c'est Jean-Christophe Peuzès que vous retrouverez dans le magazine M. On parlera notamment de l'affaire Luperto et de la présomption d'innocence dans les médias. Bon après-midi.